Les cartes ne mentent pas, n'est-ce pas? Eh bien, il s'avère qu'elles mentent. Beaucoup de choses que nous pensons savoir sur le monde sont complètement fausses. C'est comme de la propagande. Avec la longitude, des îles imaginaires aux mers qui s'arrêtent soudainement, la géographie telle qu'on la connaît manipule l'humanité depuis des siècles. Il est temps de corriger ces erreurs. Commençons par le numéro 50. Les États-Unis possèdent plus de terres que le Canada, qui est pourtant très grand. C'est le deuxième plus grand pays en superficie totale après la Russie. Mais les États-Unis ont en fait plus de terres réelles. Le Canada a tellement de lacs intérieurs qu'une grande partie de sa superficie est en fait de l'eau. Et, eh bien, je suppose aussi des patinoires de hockey. En ne prenant en compte que la masse terrestre, les États-Unis couvrent près de 352 millions de miles carrés et le Canada environ 351 millions. Les agents immobiliers américains deviennent soudain très patriotes. Si les cartes ne représentent même pas bien les pays, pas étonnant qu'elles induisent les gens en erreur. On peut voir un mur depuis l'espace, la Grande Muraille de Chine. Numéro 49, c'est impressionnant. La session Lego la plus ambitieuse a totalement dégénéré. Mais contrairement à ce que prétendent tous les champions des soirées quiz, on ne peut pas la voir depuis l'espace, même en plissant les yeux. Ce mythe existait bien avant l'exploration spatiale. En 1754, le scientifique anglais, révérend William Stukeley, évoquait la muraille dans une lettre. Il a dit « Elle fait une figure considérable sur le globe terrestre et peut être discernée depuis la Lune. » Le révérend Stukeley, le plus grand promoteur de tous les temps. Le mythe a grandi au XIXe siècle à cause d'une confusion sur Mars. L'astronome italien Giovanni Schiaparelli a décrit des canali naturels sur Mars, signifiant des chenaux. Mais les anglophones ont compris canaux. Ils ont conclu que de petits ingénieurs verts les avaient construits. Et si les canaux martiens étaient visibles, alors la grande muraille de la Terre devait l'être aussi depuis l'espace. La vérification des faits n'existait pas alors. En fait, la muraille excelle au cache-cache. Elle se fond dans le paysage. Même les astronautes ne peuvent pas la repérer sans un sacré zoom. C'est moins la grande muraille, et plus l'édition Où est Charlie? Version structure. En parlant de choses semblant plus grandes sur une carte, numéro 48. Beaucoup savent que l'Europe est plus au nord que les États-Unis et le Canada, mais ignorent à quel point. La majorité des Canadiens vivent à la latitude de Milan ou plus au sud. Vous savez, Milan en Italie, pays de l'espresso, du style et des gestes de la main passifs-agressifs. Milan est juste au-dessus de 45 degrés nord, comme Montréal. C'est en fait au nord de Toronto, ce qui signifie que plus de la moitié de la population canadienne vit au sud de la capitale de la mode italienne. Grâce aux courants océaniques chauds, l'Europe bénéficie d'hivers doux et d'écharpes confortables, tandis que Montréal connaît un froid qui fait geler les cils. D'un côté, la Fashion Week de Milan, de l'autre, Tim Hortons et les Engelures. Si cela vous semble déroutant, écoutez ce que les cartographes ont fait à la Californie numéro 47. Les plus brillants cartographes ont cru pendant des siècles que la Californie était une île. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ont continué à faire semblant, même après avoir découvert que ce n'était pas le cas. Il faut respecter cet engagement. Le premier Européen à poser le pied en Californie fut un mutin de l'expédition d'Hernán Cortés, qui, las de naviguer, y débarqua vers 1530. La péninsule était si longue qu'il pensait que c'était une île. Facile de se tromper. Il l'a nommée Californie, inspirée d'un paradis mythique d'un roman espagnol, comme si on découvrait une terre et qu'on l'appelait Poudlard. De 1622 au XVIIIe siècle, la Californie figurait comme une île sur la plupart des cartes, bien que des missionnaires espagnols y aient navigué et su que ce n'était pas le cas. L'Espagne, engagée dans une phase dramatique, refusait de céder son territoire, surtout à l'Angleterre. En 1579, la Grande-Bretagne revendiqua la Californie, poussant l'Espagne à renforcer son mensonge. Leur territoire à l'est était en fait une terre distincte. Si c'est une île, on ne peut pas la voler, non? Cela a duré 2 siècles, jusqu'en 1747 lorsque le roi Ferdinand VI a avoué la vérité. Les dernières cartes représentant la Californie comme une île provenaient du Japon en 1865. J'imagine que les cartographes n'avaient pas eu l'information. Au moins, la Californie existe, contrairement au numéro 46. Tout le monde sait qu'Eldorado est un mythe, non? Les gens pensaient que c'était basé sur une vraie ville, peut-être la capitale aztèque, ou une cité d'or perdue. Après d'innombrables expéditions ratées et des cultures dévastées, les Européens sont quand même repartis les mains vides, parce qu'Eldorado n'était pas un lieu.
Le peuple Muisca du centre de la Colombie racontait l'histoire d'un dirigeant si riche qu'il se couvrait d'or chaque matin avant de le laver chaque soir. La démonstration de richesse originale. Lorsqu'un nouveau chef prenait le pouvoir, il faisait la même chose, puis jetait de l'or et des pierres précieuses dans un lac en guise d'offrande, faisant pleuvoir la richesse à la mode du XVIe siècle. Mais les Européens sont complètement tombés dans le panneau. Ils étaient à fond, comme un passionné de crypto, croyant à la prochaine pièce garantie. Ils ont estimé que l'homme doré devait régner sur une cité d'or et l'ont donc situé sur une carte, au bord du lac Parim. Et ça, c'était un autre problème numéro 45, ce lac d'Eldorado. Il n'existait pas non plus, même si on aurait dit qu'il y en avait un. Le mythe a vraiment décollé, grâce à Lawrence Keymis. Il a exploré le Venezuela et les Guyanes en 1596. Il n'a pas trouvé Eldorado, sans surprise, mais il a affirmé que la cité se trouvait à côté d'un grand lac appelé le lac Parim, qui, petit détail, n'existait pas non plus. Duolingo n'existait pas à l'époque, donc cela aurait pu être un malentendu en parlant avec une tribu locale, ou bien il aurait pu mentir. Qui sait ? Mais lorsqu'elle a été publiée dans un livre, cette histoire est devenue une vérité incontestée, du moins jusqu'au 19e siècle. L'explorateur allemand, Alexandre von Humboldt, a résolu le mystère avec son efficacité habituelle. Il a remarqué que lors des crues de la Ripanuni pendant la saison des pluies, la région semblait devenir un grand lac. Il s'est avéré que le lac Parim ne cachait aucun trésor, ce n'était qu'une flaque d'eau très convaincante. Donc, la cité d'or n'existait pas, le lac n'existait pas, et apparemment, la moitié de la planète non plus. Selon certains cartographes, le numéro 44, l'Australie, manquait sur le globe, complètement effacé par la géographie. Avant 1606, aucun Européen n'y était allé. Alors les cartographes la laissèrent blanche, hors de vue et de la cartographie. En 2021, un globe datant des années 1550 ou 1560 s'est vendu aux enchères pour 116 000 livres sterling. Cela fait partie de son attrait. Pas de terre en dessous, assez rare, mais c'est beaucoup d'argent à dépenser. Fixez le vide, et si vous aimez ces plongées approfondies en géographie, abonnez-vous. J'ai passé trop de temps à regarder des cartes, pour faire marche arrière maintenant de toute façon. Il s'avère que les Européens avaient beaucoup d'idées étranges sur ce qui existait dans l'hémisphère sud. Mais avant d'en arriver là, voyons voir le voisin de l'Australie. Parce que numéro 43, je ne sais pas quel est le problème. Les cartographes ont avec la Nouvelle-Zélande, c'est devenu l'enfant oublié de la géographie. Ce pays insulaire est oublié sur un nombre incroyable de cartes. Cela arrive si souvent qu'un subreddit s'appelle « Nos cartes sans la Nouvelle-Zélande ». Devinez le responsable ? Oui, Mercator. Cette projection place la Nouvelle-Zélande tout au bout dans le coin de la plupart des cartes du monde. C'est tellement excentré qu'on comprend presque pourquoi elle est coupée. Presque. Vu l'état du monde, les Néo-Zélandais ne doivent sans doute pas s'en plaindre. Oublié sur la carte, cela évoque l'exclusion des drames mondiaux. Aujourd'hui, ces erreurs sont bien plus rares qu'à l'époque des cartographes utilisant des outils rudimentaires. Numéro 42. Les cartographes détestèrent les espaces vides et les comblaient parfois par imagination. Les montagnes du Kong sont apparues en 1798 quand le cartographe James Rennell a transformé l'idée de Mungo Park sur le Niger en pure fiction. Il a dessiné une chaîne de montagnes allant de l'est du Sénégal à la ville de Kong. Kong était un grand centre commercial, mais aucun Européen n'y était jamais allé. En 1888, Louis-Gustave Binger arriva et ne trouva aucune montagne, même pas une vraie colline. Pourtant, la chaîne fantôme persista. Leur dernière apparition dans l'Atlas du monde de Good, publié en 1995. Les montagnes étaient donc imaginaires. Ensuite, on s'est aussi trompé sur les rivières. Numéro 41. Les explorateurs occidentaux ont vu que le fleuve Niger coulait d'ouest en est, et ils se sont dit « Non ». Donc, malgré le fait de le voir couler vers l'est, ils l'ont noté comme coulant vers l'ouest. Qui a besoin de preuves avec confiance en soi ? Selon eux, le fleuve Nigeria reliait le lac Tchad à l'Atlantique au Cap-Vert. Ambitieux, certes faux, mais ambitieux. À l'époque, la géographie s'inventait au fil du temps. Jusqu'à présent, nous avons appris que les cartes sont en fait les plus grands menteurs de l'histoire, transformant des péninsules en îles, des rivières en demi-tours et des flaques d'eau en lacs légendaires. Prêt pour la farce cartographique numéro 40 la plus longue jamais réalisée. Le célèbre explorateur David Livingstone a cartographié le lac Tanganyika à la fin des années 1800 et il s'en est plutôt bien sorti.
hormis sa forme précise, sa position et sa distance à la côte de la région, donc finalement, pas du tout. Il n'a même pas fallu attendre le XXe siècle pour découvrir son erreur. Plus tard, des voyageurs ont réalisé des cartes bien plus précises du lac, toutes presque à l'est de l'emplacement supposé par Livingstone. Au moins, ils savaient qu'il s'agissait d'un lac. Pour être juste, parfois les changements géographiques ne viennent pas d'une erreur humaine, mais de la nature qui efface des endroits de la carte numéro 39. Après que Krakatoa ait explosé en 1883, certaines cartes ont conservé l'ancienne taille et forme du volcan, ce qui était complètement faux. Cette explosion, la deuxième plus puissante de l'histoire de l'Indonésie, a été entendue à plus de 3000 miles et a projeté 6 miles cubes de roches et de cendres. Cela représente environ 10 000 grandes pyramides de Gizeh. Le volcan est entré en éruption, s'est effondré et a perdu les 2/3 de sa masse, donc c'était plutôt un événement majeur. Entre 35 000 et 70 000 personnes sont mortes. L'île a été remodelée du jour au lendemain et continue d'évoluer à chaque éruption. Une carte littérale peut ne plus être exacte. Bien sûr, d'autres cartographes ont du mal à mettre à jour les caractéristiques politiques plutôt que géographiques. Numéro 38. L'Union des républiques socialistes soviétiques aimait vraiment se mêler des affaires des autres, ce qui bizarrement a fait qu'elle est restée sur les cartes bien après son effondrement en 1991. L'Union des républiques socialistes soviétiques avait tout un département dédié à la cartographie, la direction topographique de l'état-major général. Leur but n'était pas juste de créer quelques cartes, mais de cartographier le monde entier, y compris la hauteur des arbres. Google Maps peine toujours à trouver la porte du café le plus proche. Leur performance était telle que même des décennies après la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le monde continue de les utiliser. Pendant l'invasion de l'Afghanistan en 2001, les pilotes américains utilisaient des cartes soviétiques des années 1980, conçues par ceux contre qui ils avaient été formés à lutter. Les soviétiques ont cartographié chaque centimètre de la Terre avec précision. Et nous n'arrivons toujours pas à déterminer où il fait le plus chaud. À l'école, on apprend que l'équateur est l'endroit le plus chaud de la Terre, ce qui est vrai au niveau de la mer. Mais de nombreux lieux le long de l'équateur ne le sont pas. Des villes comme Nairobi, Cali, Bogota et Quito sont toutes situées à des milliers de mètres d'altitude. Bogota à elle seule est perchée à près de 2650 mètres. Si vous espérez des palmiers et du soleil, prévoyez une veste, même pendant ces mois les plus chauds, qui correspondent étrangement au printemps. La température moyenne est de 15 degrés Celsius. Tropical si vous êtes un manchot, et ce n'est pas la seule erreur climatique que les gens connaissent. Numéro 36. Le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara, c'est l'Antarctique. Les déserts sont définis par leur manque de précipitation, pas par leur température. Chaque jour est un jour d'apprentissage, mais beaucoup de gens ne réalisent toujours pas que même les déserts non polaires peuvent être absolument glacials. Jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent dans un deltaco en route vers Las Vegas, ils sortent en t-shirt et se retrouvent confrontés à une température de 3 degrés Celsius. Commander des tacos et voir son souffle rappelle que la nuit, les températures du désert de Gobi en Mongolie descendent à 18 degrés Celsius pendant ces mois les plus chauds en hiver. Vous pouvez vous attendre à un froid glacial de moins 20 degrés Celsius la nuit. Bon camping dans un endroit où la météo est meilleure que ce à quoi vous pourriez vous attendre, cependant. Fait 35. À Londres, le temps est si mauvais que même les locaux s'en plaignent, gris, humide et bruine. Mais les Londoniens devraient peut-être passer plus de temps ailleurs pour voir ce que c'est, car cela pourrait bien leur faire recracher leur thé. Londres ne figure même pas parmi les 20 villes les plus humides du Royaume-Uni. Londres est plus sèche que la Nouvelle-Orléans, Tokyo, New York et même Sydney, en Australie, et il n'y a même pas photo. Londres reçoit environ 58 cm de pluie par an, tandis que Sydney est un véritable déluge. Elle est inondée avec 122 cm par an, soit plus du double des précipitations. Et Sydney n'est pas la seule à recevoir autant de pluie. Numéro 34. Les kangourous et l'outback, des paysages poussiéreux et arides, des villes ensoleillées au bord de la plage, c'est à cela que vous pensez quand vous imaginez l'Australie. Eh bien, cela et beaucoup de choses qui essaient activement de vous tuer. Mais comme nous l'avons déjà vu, Sydney reçoit plus de précipitations que Londres. Le pays possède aussi d'anciennes forêts tropicales comme la Gondwana, et de véritables stations de ski dans le Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Bien qu'elles paraissent grandes sur une carte, la plupart des gens ne réalisent pas à quel point l'Australie est réellement vaste. Cet endroit est immense. Il a la taille d'un continent parce que c'en est littéralement un, ce qui signifie qu'il n'a pas qu'un seul climat.
Il possède presque tous les climats de la Terre. C'est un véritable buffet météorologique mondial, et ce n'est pas le seul endroit qui n'arrive pas à se décider pour un seul type de temps. Numéro 33. La Californie n'a pas un temps doux et ensoleillé. Los Angeles est célèbre pour ses journées ensoleillées et douces. Et comme c'est la ville la plus célèbre de l'État, ne venez pas de l'est de San Francisco. C'est vrai. Les gens pensent que la majeure partie de la Californie est comme ça. Puis ils arrivent à Bakersfield. Des hivers glacials, des étés brûlants et la mer. Les gens disent à leurs enfants que ce n'est qu'une rumeur. Sinon, ils partent dans les montagnes Klamath du Nord sous la pluie ou font du snowboard au lac Tahoe. C'est ça, la magie et le chaos de la Californie. C'est l'un des endroits les plus diversifiés géographiquement des États-Unis. Déserts, forêts, montagnes et plages. C'est une véritable crise d'identité climatique. Mais dès qu'on s'aventure un peu à l'intérieur des terres, le mythe de l'été sans fin s'effondre rapidement. Pourtant, les gens de l'extérieur continuent de croire que tout l'État bénéficie du climat de Los Angeles, d'un soleil éternel et d'une circulation fluide. Des mensonges, que des mensonges, et ils ne comprennent même pas le vrai climat de Los Angeles. Numéro 32. Los Angeles est réputé pour son climat sec et ensoleillé, ce qui pousse à croire qu'il s'agit d'un désert, sec, poussiéreux et souvent vide. Assez parlé des influenceurs. Los Angeles est en zone subtropicale au climat méditerranéen. Cela veut dire qu'il y a en fait des saisons, de vraies saisons, malgré ce que tous les influenceurs beauté qui y vivent conf depuis 5 mois pourraient dire. De novembre à avril, c'est humide. De mai à octobre, c'est sec. Pour être considéré comme un véritable désert, une région doit recevoir moins de 25 cm de pluie par an. De 1990 à 2020, Los Angeles a reçu en moyenne 373 cm de pluie, similaire à Denver ou Athènes. Pendant ce temps, Las Vegas reçoit seulement 10 cm de pluie. Oui, Los Angeles est ensoleillé, mais moins que le Sahara. Tu sais ce qui n'est pas non plus totalement un désert. Enfin, pas vraiment. Au moins le numéro 31. L'Arizona est vaste, plat, ensoleillé et sec. Un désert immense, terre de cactus, d'air roulante et de regrets de road trip. C'est le seul état américain qui contient une partie des 4 grands déserts. Donc oui, la réputation est méritée, jusqu'à ce que vous arriviez à Flagstaff. Flagstaff est verte, parfois enneigée, parce que c'est une ville de montagne. Le nord de l'Arizona abrite les montagnes blanches et les pics de San Francisco. Vous découvrirez des forêts de pins, des pistes de ski et des villes alpines accueillantes, contrastant vivement avec la chaleur du sud. En gros, 2 planètes différentes qui partagent le même code postal. D'accord ? Nous avons vu des explorateurs égarer des lacs, des volcans s'effacer eux-mêmes, et l'Union des républiques socialistes soviétiques survivre à sa propre nécrologie. Vous avez une idée de la plus grosse erreur de géographie. Dites-le moi, en commentaire. En attendant, brisons d'autres mythes. Numéro 30. Hawaï détient le record de la température maximale la plus basse parmi tous les États américains. Le record de température à Hawaï est de 100 degrés Fahrenheit à Pahala, Grande Île, en 1931. Aucun autre État n'est resté aussi frais. Tout en étant assis sur un volcan actif, Hawaï est même à égalité avec l'Alaska, ce qui ressemble à l'équivalent météorologique d'un rebondissement de scénario. Alors, comment un paradis tropical réussit-il cela ? Les alizés. Ils balaient constamment les îles, empêchant la formation de véritables vagues de chaleur. L'océan agit comme un thermostat naturel, maintenant des températures stables sans jamais bouillir ni geler. Les îles étant petites, la fraîcheur se ressent partout. Hawaï est le seul lieu où l'on peut se brûler sur la lave, mais sans chaleur. En parlant d'îles, saviez-vous que vos anciennes cartes étaient parsemées d'îles qui n'existaient pas ? Numéro 29. La terre pacifique de l'île Sandy se trouve entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Sauf qu'elle n'existe pas. Car après des siècles à figurer sur les cartes, en 2012, il a été définitivement prouvé qu'elle n'existait pas. Découverte d'abord par le capitaine James Cook, puis confirmée par un baleinier, l'île Sandy est devenue une célébrité cartographique. Comme la célébrité sur TikTok, cela ne te rend pas réel. Des siècles plus tard, des chercheurs australiens n'y ont trouvé que l'océan. Personne ne sait comment plusieurs navires ont pu faire la même erreur, comme l'a résumé un chercheur. Nous sommes allés vérifier, et il n'y avait pas d'île. L'humanité a inventé toute une île. C'est l'explication scientifique officielle pour l'instant. Ce qui est aussi clair que la disparition de cette prochaine île. Numéro 28. L'existence de Bermeja remonte au XVIe siècle, du moins sur le papier.
Elle apparaissait comme une petite île rougeâtre au large de la côte nord de la péninsule du Yucatan, et elle y est restée pendant près de 500 ans, jusqu'en 1997 quand le gouvernement mexicain a envoyé une équipe pour la confirmer. Ils n'ont rien trouvé, seulement beaucoup d'eau. Cette découverte a créé un casse-tête politique, non pas à cause d'un rocher rouge oublié dans le golfe d'Amérique, anciennement golfe du Mexique. Si Bermeja avait existé, le Mexique aurait revendiqué des droits sur les eaux environnantes riches en pétrole. Maintenant, sans île, les États-Unis et le Mexique essaient tous les deux de revendiquer cette zone. Il s'avère qu'une seule île disparue peut entraîner une erreur de carte très coûteuse. Pourtant, ce ne sont pas les seules îles à avoir mystérieusement disparu. Numéro 27. Niccolo et Antonio Zeno étaient deux riches Vénitiens, avec une énergie de personnages principaux. Ils ont dit avoir navigué vers l'Angleterre à la fin des années 1300, mais ont été déviés et ont atterri sur une île nommée Friesland. Niccolo a dit qu'elle était déjà habitée et gouvernée par un explorateur nommé Zikmini. Ensemble, ils ont même essayé, sans succès, d'envahir l'Islande. Après la mort de Niccolo, Antonio a juré que l'histoire était vraie, disant qu'il était devenu l'amiral de Zikmini. En 1603, un de leurs descendants publia une carte affichant la Friesland. Le problème, elle n'a jamais existé, sans doute pas même confondue avec l'Islande. La plupart des historiens s'accordent, les Zénos ont inventé cette histoire. Niccolo prétendait avoir vu un monastère chauffé au Groenland et rencontré des cannibales dans l'Atlantique Nord, si bien que les historiens ont finalement rayé la Friesland des cartes en la jugeant fictive. Contrairement à cette masse terrestre, vue par 4 groupes avant de disparaître, numéro 26, en 1830. La carte de Thomson ne montrait pas seulement une île appelée Los Hardines, elle en montrait deux, toutes deux, situées au nord-est des Mariannes. Pratique, si vous n'aviez pas de système de positionnement global. L'explorateur espagnol Alvaro de Saavedra les a aperçues en 1529, 14 ans plus tard. Villalobos a confirmé leur existence. En 1788, elles ont été redécouvertes, leur position légèrement décalée mais assez proche. Les cartographes les ont esquissées au crayon. Puis un baleinier les a confirmés. En mer, la relecture par les pairs semblait optionnelle. Le problème, personne ne les a revus depuis. Certains pensent que les explorateurs ont confondu l'île Marcus avec Los Sardinas, qui se trouve à 200 miles de là. Certains pensent qu'une montagne sous-marine a brièvement émergé. Quoi qu'il en soit, Los Hardines est resté sur les cartes jusqu'en 1973. Elles ont ensuite disparu discrètement, peut-être lassées de l'attention. D'autres îles fantômes relevant sans doute d'une stratégie, pas d'une erreur. Numéro 25. Observez le lac supérieur sur de vieilles cartes. Remarquez-vous quelque chose d'étrange? 2 îles qui n'existent pas, ce sont les îles Philippot et Ponttrain, et ce n'est pas vraiment une erreur, mais plutôt du lèche-bot, selon les experts. Le cartographe Belin a nommé les îles d'après Louis Philippot, le comte de Pontchatrana, un ministre du gouvernement français, et apparemment un homme dont le nom a été inventé pour ruiner les concours d'orthographe. Philippot était aussi responsable de l'allocation des fonds pour les explorations. Imaginez, quelle coïncidence totale, j'en suis sûr. Les historiens plus généreux pensent que Belin a simplement dupliqué par erreur la véritable île royale. À vous de juger ce qui est le plus probable concernant les doublons numéro 24. Le Sri Lanka était une grande île au milieu de l'océan. Mais nul ne savait si elle était au large de la côte sud-est de l'Inde ou si c'était l'île de Sumatra. Personne ne le comprenait. Au XVIIe siècle, le cartographe Sébastien Münster en a eu assez. Sa solution: mettre le Sri Lanka aux 2 endroits sur 2 cartes. C'est l'équivalent académique de cocher toutes les réponses à un questionnaire à choix multiples juste pour avoir des points partiels. On l'a appelé l'ère Tutrabana, car le Sri Lanka s'appelait alors Tabrabana. Mais cela n'a pas aidé à situer réellement l'île. Donc, c'est une perte de temps. Mais que se passe-t-il si un cartographe fait une erreur qui devient réalité? Numéro 23. Êtes-vous déjà allé pêcher à Apalachie? Lakis. Oui, menteur. Ça n'existe pas. L'erreur date de 1606 quand le cartographe néerlandais Indus a ajouté le lac sur sa carte. Pourquoi? Personne ne le sait. Il s'est probablement endormi sur son travail et a roulé. Et voilà, un nouveau lac. Mais ça devient encore plus étrange. En 1669, l'explorateur John Lederer a affirmé avoir visité le lac, l'a décrit, et l'a nommé lac Ushery, un nom plus adapté à un lac imaginaire. Peut-être Andy était-il juste médium.
Parce que dans les années 1940, les lacs Moultrie et Marillon ont été créés en retenant la rivière Santé, au même endroit dans le cadre du projet hydroélectrique Santee Cooper. En inventant la géographie, la réalité finit par s'adapter. Ce nouveau barrage a supprimé une caractéristique géographique. Numéro 22. La mer d'Aral était autrefois le 4e plus grand lac du monde. Maintenant, c'est essentiellement un immense désert de poussière. Jusqu'aux années 1960, elle était entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Puis les soviétiques ont décidé que cette grande étendue d'eau devait avoir moins d'eau. Ils ont dévié les rivières Amoudaria et Sirdaria via des canaux et barrages pour irriguer les champs de coton et de riz. Rien ne crie autant excellente idée que de cultiver des plantes assoiffées dans un désert. En quelques décennies, la mer d'Aral n'était plus visible, réduite à 4 flaques boueuses. Une publicité avant-après sur de mauvaises décisions écologiques, des ports devenus dunes de sable, des bateaux de pêche abandonnés loin des côtes. Même le climat a abandonné, les étés sont devenus brûlants et les hivers glacials. Ça valait vraiment la peine. Et tandis que la mer d'Aral a disparu à cause d'une mauvaise planification, la suivante a existé uniquement grâce à des vœux pieux. Numéro 21. Et vous, les gens de l'Ouest américain frappés par la sécheresse, bonne nouvelle. Vous vivez en fait à côté d'une immense mer intérieure. Eh bien, d'après les cartes du XVIIIe siècle, tout a débuté en 1708 avec l'amiral Barthélemy de Fon. Il affirmait avoir navigué à travers le nord-ouest du Pacifique, suivi plusieurs grands fleuves vers l'intérieur des terres et atteint un lac profond de 60 brasses, soit environ 110 mètres, qu'il nomma naturellement d'après lui-même. Navigateur et humble, quel homme! Il affirma même avoir rencontré un navire venant de Boston au beau milieu de l'ouest du Canada, ce qui est ambitieux. Problème. L'amiral Defond n'existait pas, c'était une histoire inventée. Les Européens, désespérés de trouver le passage du nord-ouest, ont été trompés par les cartographes. Ils traçaient de faux lacs et chenaux, croyant façonner la géographie par optimisme, mais cela a échoué. Nous avons maintenant appris l'existence d'îles qui n'existaient pas, de lacs apparus par accident, et de mers qui ont disparu par dépit. La géographie, c'est vraiment juste une longue liste de choses que les gens ont devinées avec assurance. Prêt pour d'autres mensonges géographiques. Numéro 20. L'Asie du Sud-Est. Il y a beaucoup de rivières là-bas. Les premiers Européens n'arrivaient pas à comprendre où elles prenaient leur source. Le Darla, l'Irrawaddy, le Mékong, le Chau, le Praya, le Brahmapoutre demeuraient un mystère aquatique. La chaleur, les jungles épaisses et les insectes dissuadaient toute excursion dans la région. Ainsi, certains cartographes ont préféré deviner plutôt que d'y aller. L'un d'eux, Alain Manasson Mallet, a dessiné au XVIIe siècle une carte représentant un lac totalement imaginaire, le Chamaï, censé être la source de tous les grands fleuves de la région. Quant au nom, les historiens pensent que des commerçants ont entendu Chiang Mai, la véritable ville thaïlandaise, ont demandé Chamai, et comme personne ne les a corrigés, ils se sont dit que c'était assez proche, et l'ont noté ainsi. Au moins, ils n'ont pas inventé toute une mer cependant. Comme pour le numéro 19, le cartographe Philippe Bosch n'arrivait pas à comprendre pourquoi d'énormes icebergs flottaient autour de l'Antarctique, alors il a fait ce que les scientifiques du XVIIIe siècle savaient faire de mieux. Il a deviné avec assurance que ces énormes glaçons meurtriers venaient d'une immense mer gelée à l'intérieur des terres. Ça a du sens. Sa carte montrait l'Antarctique comme 2 masses terrestres, entourant un énorme bloc d'eau glacée, un gigantesque sandwich de glace ou le Slurpee le moins appétissant du monde. Les gens y ont cru. L'Académie royale de Paris l'a republié, suivi par le Gentleman's Magazine de Londres. Personne n'a vérifié les faits. Bosch a aussi collé la Nouvelle-Zélande à l'Antarctique et soudé l'Australie à la Nouvelle-Guinée. C'était de la cartographie avec du ruban adhésif en plus. C'est une meilleure supposition que celle des cartographes précédents. L'Antarctique était le numéro 18, ce qui posait problème au premier cartographe. Comment l'hémisphère nord pouvait-il avoir autant plus de terre que le sud? La Terre devait rester équilibrée. Comme leurs humeurs, cette théorie fonctionnait à peu près aussi bien que de soigner la colère par la saignée. Désolé si c'est comme ça que vous l'apprenez, vous pouvez enlever les sangsues maintenant. Alors les cartographes ont inventé la Terra Australis, un immense continent d'équilibre tout en bas du monde, en gros l'Antarctique. Mais elle s'étendait tellement au nord qu'elle frôlait presque l'Afrique. L'explorateur espagnol Pedro Fernández de Quirós a affirmé l'avoir trouvé. Sa source, en résumé. Fais-moi confiance, frère. Sa Terra Australis mêlait la géographie des îles Salomon et de la Nouvelle-Zélande, juste à l'instinct. Il s'avère que ce malentendu peut être compréhensible.
Numéro 17. La taille de l'Antarctique est peut-être la plus mal comprise de la planète. La plupart des cartes ne la montrent jamais vue du pôle sud, et même ainsi cela n'aiderait pas. L'endroit double littéralement de taille chaque hiver, comme s'il était en pleine phase de prise de masse. Les scientifiques la mesurent de 3 façons. La ligne d'échouement, c'est-à-dire la Terre réelle sous toute cette glace, couvre 48 millions de kilomètres carrés. Cela en fait le 2e plus grand pays du monde après la Russie. Si on ajoute les plateformes de glace extérieures, le chiffre grimpe à 55 millions. L'Antarctique ne cesse d'ajouter des couches, comme s'il cachait des blessures émotionnelles sous la glace et la neige, mais ajouter la banquise saisonnière, et le continent passe d'environ 1 million de miles carrés. En été à près de 7 millions, en hiver soit plus grand que la Terre elle-même. C'est pourquoi l'Antarctique est appelé le continent pulsant. Il fait froid, il est lunatique, et il en fait toujours trop. Si l'Antarctique est difficile à cerner, cartographier le monde il y a quelques siècles semblait presque impossible. Numéro 16. Le fleuve Zambèze était dessiné comme un cercle. Jungle dense, maladie brutale, changement d'altitude sauvage et habitants qui, on le comprend, n'étaient pas ravis de voir débarquer des invités non conviés munis de boussoles. Cartographier l'Afrique centrale était en gros la pire sortie scolaire du monde. Alors naturellement, les Européens se sont trompés à plusieurs reprises. Une des premières cartes coloniales montrait même le fleuve Zambèze comme un cercle. Ils devaient bien se douter que ça n'avait aucun sens. Les fleuves ont un début et une fin, qui ne devraient pas être proches. Or, cette carte a aussi supprimé près de 80% du fleuve Congo. Donc, oui, la précision ne faisait clairement pas partie du programme. Mais ça n'a pas empêché les gens de mal dessiner le fleuve le plus célèbre d'Afrique. Numéro 15. L'explorateur James Bruce était convaincu d'avoir résolu le plus grand mystère de la géographie, la source du Nil. Il a traversé l'Éthiopie, atteint le lac Tana, et a fièrement déclaré « Je l'ai trouvé. Mission accomplie, rentrons. » Enfin, pas tout à fait. Le lac Tana est une source du Nil, mais pas la principale, car le Nil se compose du Nil bleu et du Nil blanc. Le Nil bleu, celui qui commence au lac Tana, est plus court, mais le Nil blanc, lui, commence bien plus au sud. En 1858, l'explorateur John Hanning Speke atteignit le lac Victoria et déclara « Ça doit être ici ». Et pour une fois dans l'histoire de l'exploration, quelqu'un a dit ça et n'avait pas complètement tort. Pourtant, ce n'est pas la seule erreur géographique que les gens font à propos de l'Égypte. Numéro 14. L'Égypte est-elle en Afrique ? C'est en grande partie correct. C'est l'un des rares pays transcontinentaux au monde. Parce que cette petite portion de terre à l'est du canal de Suez, c'est la péninsule du Sinaï. Elle fait partie de l'Égypte, mais elle se trouve en Asie. C'est une péninsule en pleine crise d'identité. Le canal de Suez est en fait la ligne de démarcation entre l'Afrique et l'Asie, le marqueur de frontière le plus cher du monde. Selon votre position, vous êtes en Afrique, en Asie ou simplement confus, mais l'Égypte n'est pas le seul pays à prêter à confusion. Numéro 13. Chypre. Est-ce l'Europe ou l'Asie ? Les deux réponses sont un peu justes et un peu fausses. La vérité, c'est que Chypre est dans les deux, selon la façon dont on voit les choses. C'est l'île de Schrödinger. D'un côté, elle fait partie de l'Union européenne. Elle utilise l'euro. Elle mange plus de feta que la plupart de la Grèce, mais n'était même pas proche géographiquement. Chypre est en Asie, au Moyen-Orient, mais se rapproche de l'Europe, à une fête où elle n'est même pas invitée. Les gens continuent de se tromper sur certains endroits, dont la localisation est pourtant très simple. Numéro 12. Lorsqu'on demande quels pays font partie de l'Amérique du Nord, certaines personnes en citeront 3. Le Canada, les États-Unis et le Mexique. Je sais que tu ne te tromperas pas, tu es intelligent. Mais d'autres oui. L'Amérique du Nord a 23 pays. Mais on ne s'en douterait pas à entendre les gens parler. La plupart mettent l'Amérique centrale avec l'Amérique du Sud, et ils oublient que les Caraïbes existent. On dirait que les palmiers et les steel drums te disqualifient en géographie. Une partie de la confusion vient de la langue. L'Amérique centrale hispanophone est regroupée sous l'Amérique latine. D'accord, c'est vrai. Mais c'est aussi le cas du Mexique, et le Mexique fait toujours partie de la géographie de l'Amérique du Nord. Voici l'exception. En réalité, c'est une question de taille et d'influence. Les poids lourds, les États-Unis, le Canada et le Mexique définissent ce qu'est l'Amérique du Nord. Pendant ce temps, les petits pays et les Caraïbes sont toujours classés ailleurs, comme une note de bas de page continentale. Définir les différences continentales peut être un vrai casse-tête. C'est pourquoi certaines personnes pensent encore que le numéro 11... La plupart des écoles enseignent qu'il y a 7 continents.
l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Australie et l'Antarctique. C'est clair, simple et faux, selon à qui on demande. Certains géographes regroupent les Amériques, ce qui se tient, d'autres fusionnent l'Europe et l'Asie en Eurasie parce qu'apparemment, 2 continents, c'était trop. Mais ils n'ont pas tort, il n'y a pas de frontière évidente entre l'Europe et l'Asie. La Russie s'étend sur 2 continents. En Europe, certains vivent sur une terre allant jusqu'à la Sibérie glaciale. Même aujourd'hui, les géographes ne s'accordent pas sur la fin de l'Europe. La Géorgie et l'Arménie sont coincés entre l'Est et l'Ouest dans un entre-deux continental. Comme dans le règlement de divorce le plus confus du monde, les cartographes se disputent encore la garde. D'accord. Maintenant nous avons découvert des rivières qui bouclent, des mers qui disparaissent, et des continents qui ne savent pas où ils se terminent. Nous sommes arrivés au top 10, et les erreurs de géographie continuent d'affluer. Numéro 10. Il y a quelques années, une vidéo montrant la frontière entre l'océan Atlantique et le Pacifique est devenue virale. 2 océans se rejoignant, bleu foncé d'un côté, vert de l'autre, comme l'huile et l'eau. Mais c'était un mensonge, loin de la réalité. La vidéo montrait en réalité le panache du fleuve Fraser se déversant dans le détroit de Géorgie, où l'eau douce du fleuve flotte au-dessus de l'océan plus dense et plus salé en dessous. Ce n'était pas l'Atlantique et le Pacifique réunis, mais un ruissellement canadien tentant de les imiter. Les frontières océaniques sont surtout fictives, comme mes espoirs de carrière. Il existe de légères différences de température et de salinité. L'Atlantique est légèrement plus salé et audacieux, mais on ne distingue pas où un océan finit et où l'autre commence. Ce n'est pas une carte, c'est juste de l'eau, et elle n'aime pas être définie, ce qui est plutôt progressiste quand on y pense. En parlant de frontières, vous ne savez peut-être pas que vous regardez des frontières de cartes incorrectes même aujourd'hui, simplement à cause de l'endroit d'où vous les regardez. Vue d'en haut. Numéro 9. Google Maps a un travail difficile, surtout quand le monde n'arrive pas à se mettre d'accord sur l'apparence du monde. Prenez le Cachemire. Le Pakistan veut que la frontière soit tracée d'une certaine manière. L'Inde dit non. Et quelque part, un cartographe de Google repense tranquillement ses choix de vie. Mais les geeks de Google ont trouvé une solution pour que tout le monde ait raison. Enfin, plus ou moins. La carte change selon l'endroit d'où vous la regardez. En Inde, le Cachemire a une frontière solide. C'est tout l'Inde. Ailleurs, c'est une ligne pointillée. C'est compliqué. Donc on comprend pourquoi certains croient que des différends frontaliers sont réglés. Leur carte ou le Google Maps le leur indique, d'où une diplomatie liée à la localisation. Depuis 2005 heureusement, cette cartographie créative n'a entraîné aucune conséquence politique ou diplomatique. Numéro 8. Une mauvaise frontière, une guerre presque déclenchée. Un bug de Google Maps a attribué par erreur une zone du Costa Rica au Nicaragua, qu'il a pris littéralement. Des troupes sont entrées, des drapeaux hissés, et soudain, la région la plus paisible du monde a vécu une crise diplomatique à cause de quelques pixels. Les 2 pays se disputaient déjà depuis des décennies. La raison ? Un minuscule bout de terre appelé Calero, près de la côte atlantique. Lorsque le Nicaragua a commencé à draguer à cet endroit, ils ont vérifié la frontière une seconde fois, sur Google Maps. Rien n'illustre la précision militaire comme une appli incapable de localiser votre allée. Les données de Google venaient du département d'État américain, qui aurait dû mieux vérifier. Le Costa Rica a protesté et saisi la Cour internationale de justice. 5 ans plus tard, Calero appartenait au Costa Rica. Le Nicaragua a dû payer des dommages-intérêts. Une seule mauvaise ligne sur une carte suffit à tout changer. Preuve que « ma faute » demeure une excuse valable en géopolitique. Parfois, les erreurs viennent non des cartes, mais de leur interprétation par les humains. Numéro 7. Alice Springs se présente comme la porte d'entrée d'Uluru, et sur une carte de l'Australie, on dirait qu'elles sont voisines, pratiquement côte à côte. Puis les touristes commencent le trajet, et se rendent compte que porte d'entrée signifie 5 heures de route dans chaque sens. Uluru se trouve à 469 km d'Alice Springs, soit un aller-retour de 10 heures à travers le milieu de nulle part. En ratant le bon timing, il faudra esquiver kangourous, drop bears et tout ce que l'Australie révèle la nuit, mais c'est ça, l'Australie. C'est si vaste que ça change votre perception des distances. Sur la carte, tout paraît proche, mais en réalité, chaque trajet prend une journée et un plein d'essence. Les distances sont difficiles à estimer dans cette région, d'autant plus qu'on ignore le numéro 6 selon nos cartes scolaires et mentales. L'Australie et la Nouvelle-Zélande semblent plutôt proches. On dirait qu'elles se font signe de la main, à travers une flaque d'eau.
Mais l'océan Pacifique, il est immense, tellement immense qu'on pourrait y perdre l'Europe. Pour faire tenir les cartes du monde sur une page et ignorer la plupart des nations insulaires du Pacifique, les cartographes rapprochent l'Australie et la Nouvelle-Zélande bien plus qu'en réalité. En réalité, Sydney et Auckland sont séparés par plus de 2100 km. C'est un vol de 4 heures. Le Canada et le Mexique sont séparés par presque 1800 km. L'Australie et la Nouvelle-Zélande partagent partiellement un dialecte, mais un pays aussi grand que les États-Unis les sépare géographiquement. Ce n'est pas que la géographie canadienne n'ait pas ses propres idées fausses. Numéro 5. La projection de Mercator, c'est la supercherie ultime. Elle déforme tout. C'est le miroir déformant de la géographie. Pourtant, beaucoup ignorent à quel point c'est extrême. Regardez une carte, le Brésil, l'Alaska. Ils ont l'air à peu près de la même taille, non? Peut-être que le Brésil est juste un peu plus grand. En réalité, le Brésil écrase le plus grand État des États-Unis, et il n'y a même pas de comparaison possible. Le Brésil fait presque 33 millions de miles carrés. L'Alaska, à peine 570 800 miles carrés. Le Brésil, c'est 5 fois l'Alaska, et il reste encore de la place pour tout le café du monde, le carnaval et les statues géantes de Jésus. Le Brésil dépasse peut-être l'Alaska en taille, mais l'Alaska a encore une surprise dans sa manche. Numéro 4. Les forêts tropicales sont généralement associées à l'Amazonie, ou aux jungles d'Afrique centrale. Mais qu'en est-il de l'Alaska? La forêt nationale de Tongass, plus grande forêt pluviale tempérée du monde, s'étend sur 17 millions d'acres dans le sud-est de l'Alaska. C'est à peu près les 4/5 de la taille de l'Irlande, et il y pleut suffisamment pour justifier ce nom. En fait, les forêts pluviales s'étendent tout le long de la côte pacifique du Canada. Une longue bande humide de mousse, de brume et d'arbres. Idéal pour des posts Instagram mélancoliques, avec citation. Les forêts pluviales dépendent surtout de la pluie, pas de la chaleur. Il en existe 2 types. Les forêts tropicales humides sont un véritable chaos. Des centaines de plantes se battant pour la lumière du soleil dans une bataille royale feuillue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les forêts tempérées sont minimalistes, dominées par quelques espèces d'arbres, comme un monopole tranquille. Moins jungle amazonienne, plus cathédrale sombre avec des ours. Faisons un bref récapitulatif. Nous avons découvert des océans sans frontières, des cartes provoquant des crises diplomatiques et des repères proches situés à l'autre bout du continent. Passons au top 3 des erreurs de géographie. Numéro 3. Chaque film sur les îles tropicales, Miami ou la Californie doit inclure des plants de palmiers, se balançant au soleil. C'est la règle. Vous ne vous attendriez donc pas à en voir dans le comté de Cork, en Irlande, ou sur la côte nord-ouest de l'Écosse, des lieux réputés pour leur vent, leur pluie et leur météo. Qui paraît offensé par votre bonheur, mais ce n'est pas le cas. Le Gulf Stream réchauffe l'air, trompant les plantes qui pensent avoir déménagé en Espagne. Mais le vrai secret? Les palmiers résistants au froid? Non, pas ceux de vos mains. Les arbres comme le palmier chou, originaire de Nouvelle-Zélande. Il est plus robuste qu'il n'en a l'air. Il ne craint pas les hivers glaciaux et pousse joyeusement dans les climats tempérés. Ainsi, même les Pays-Bas peuvent adopter un style tropical avec moins de plages et bien plus de parapluies. Et j'ai dit les Pays-Bas, pas la Hollande. Deuxièmement, les gens utilisent souvent Hollande et Pays-Bas comme si c'était la même chose, mais ce n'est pas le cas. La Hollande n'est qu'une région des Pays-Bas. Donc appeler tout le pays ainsi revient à nommer les États-Unis la Floride, ce qui plairait à la Floride. Mon gars, ça n'arrivera pas. Historiquement, la Hollande était la province la plus puissante, riche et dirigeait tout. Elle dominait totalement. Cela a inspiré la Belgique, qui faisait autrefois partie des Pays-Bas, à dire non merci et à partir. Puis Napoléon a empiré les choses. En 1806, il a renommé tout l'endroit le royaume de Hollande. 10 ans plus tard, il redevient le royaume des Pays-Bas. Mais le mal était fait pour l'image. Vous pouvez remercier Napoléon pour chaque débat géographique gênant dans une section de commentaires YouTube. Mais cette dernière erreur géographique concerne un empire bien plus vaste que celui des Pays-Bas. Numéro 1. Le soleil ne s'est pas couché sur l'Empire britannique avant 2025, c'était autrefois la suprême démonstration de puissance géographique. On pourrait croire que cette expression serait morte avec l'Empire, mais elle a survécu. Tout cela grâce à quelques minuscules points isolés sur la carte. Les îles Chagos et les Pitcairn. Quand il faisait nuit en Grande-Bretagne, l'une profitait du soleil, puis l'autre prenait le relais quand elle s'assombrissait, comme si l'Empire avait son propre interrupteur. En 2024, le Royaume-Uni a accepté de restituer les îles Chagos à l'île Maurice.
ce qui signifiait que le 21 mars 2025, le soleil s'est réellement couché sur l'Empire britannique pour la première fois. Les cartes changent, mais pas la physique. Merci de m'avoir rejoint, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore et à la prochaine fois sur Mapak.